Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous de l'orientation organisé par l'ONICEP. Je suis Rodrigo Zen, responsable d'accompagnement pédagogique à la DRONICEP de Bretagne. Nous allons passer environ 1 heure ensemble en compagnie de Maëla Paul. Aujourd'hui, les conditions sont un peu différentes de celles prévues à l'habitude car nous enregistrons ce rendez-vous de l'orientation. Sa diffusion initiale n'avait pu se tenir dans les conditions du direct en raison de problèmes techniques. Maëla Paul, c'est un véritable plaisir de vous accueillir pour ce rendez-vous et d'avoir accepté une nouvelle fois de vous prêter au jeu d'une conférence et des questions-réponses. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation et vous travaillez depuis plus de 20 ans sur le concept d'accompagnement, notamment comme formatrice auprès de professionnels de différents secteurs. Je cite la santé, l'éducation, mais également l'orientation et l'insertion. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet de l'accompagnement, dont l'accompagnement, une posture professionnelle spécifique chez l'Harmattan, mais également la démarche d'accompagnement chez Debook. Et signalons aussi qu'un troisième ouvrage, une société d'accompagnement, vient tout juste de paraître aux éditions Raison et Passion. Dans un premier temps, nous aurons le plaisir d'écouter votre conférence, l'accompagnement, une posture professionnelle spécifique, puis viendra un temps d'échange sous forme de questions-réponses. Plusieurs personnes nous ont fait parvenir leurs questions, nous les en remercions sincèrement. Dans cette seconde partie, nous en ferons le relais et nous vous proposerons d'y répondre. Maëla Paul, je vous cède maintenant la parole pour cette conférence sur un thème véritablement au cœur des pratiques d'orientation, celui de l'accompagnement. Bien, merci à l'ONICEP et merci à vous tous de m'accueillir pour une deuxième fois, en espérant qu'effectivement la technique soit de notre côté jusqu'au bout de ce rendez-vous, ce qui n'est pas assuré. Alors, je viens partager un moment avec vous sur la question de l'accompagnement et la question de l'orientation. Et pour mener cette réflexion, je vais me servir d'un support un support visuel à partir duquel nous allons pouvoir effectivement échanger. Alors, comme toute réflexion, attendez, je vais partir du début, ça sera plus simple, voilà. Comme toute réflexion, on part d'un questionnement et ce questionnement va se nourrir de la proximité, de l'accompagnement et de l'orientation. D'abord, que recouvre ce phénomène social qu'est devenu l'accompagnement? Si on ne comprend pas l'accompagnement comme phénomène social, on ne peut pas comprendre les tensions, les paradoxes dans lesquels on se trouve impliqué. Comment l'accompagnement peut-il se dessiner, tout simplement se mettre en œuvre dans un espace qui est laissé entre une commande sociale et l'évidence d'une relation à l'autre? Voilà. Comment l'accompagnement peut trouver sa place? Comment donner une dimension professionnelle, parce que ça c'est aussi un enjeu actuel, à cet accompagnement? Et comment favoriser l'émancipation des personnes accompagnées, comment les écouter, leur permettre de mettre en mots les situations et donc retrouver une dynamique et leur permettre d'agir. Donc on va d'abord commencer par la première question, la question du phénomène social. Ça se trouvait dans les années 90, ce constat que l'accompagnement entrait dans la vie professionnelle, alors que précédemment il appartenait à la vie ordinaire. Et l'accompagnement, on constate également qu'il s'est généralisé dans toutes sortes de secteurs professionnels dont on vient d'évoquer tout de suite et toutes sortes de dispositifs autour des années 2000. Alors dire que l'accompagnement s'est instauré dans la vie professionnelle sous la forme de dispositifs, c'est rappeler la commande sociale. En fait, l'accompagnement répond à des orientations politiques avec le pari qui est fait qu'à travers l'accompagnement et à travers ce que l'accompagnement suppose, il y aurait la possibilité de répondre des problématiques sociales contemporaines. Donc on a vu que l'accompagnement se répand effectivement dans tous les secteurs professionnels. On cite souvent ceux de la relation à autrui, éducation, formation, insertion, orientation, etc., et travail social et santé, mais pas simplement. Si on est attentif, on voit que d'autres secteurs professionnels se sont aussi emparés pour, ne serait-ce que pour faire leur promotion du mot accompagnement ou du verbe accompagner. Et puis, dans le même moment, l'accompagnement éclate
dans une pluralité de formes. Et quand je parle de formes d'accompagnement, je parle du coaching, par exemple, qui est la forme la plus à la mode, mais aussi du mentoring ou mentorat, du counseling, du tutorat. Voilà, ça, ce sont des formes d'accompagnement. Toutes ces formes constituent la famille d'accompagnement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accompagnement arrive dans la vie professionnelle, mais il vient en fait d'un usage que l'on a de la vie ordinaire. Donc, on pressent déjà qu'il y a un défi. Comment, sans avertir quasiment, l'accompagnement va se professionnaliser, puisqu'en fait, il ne s'agit plus d'accomplir l'accompagnement à partir de disponibilité personnelle. Par exemple, je suis disponible pour accompagner, mais comment le professionnaliser? Donc ça, il va falloir qu'on y réfléchisse ensemble. En même temps, l'accompagnement arrive aussi vectorisé par plusieurs traditions. Donc on cite souvent, enfin moi je cite souvent la tradition philosophique, puisqu'on sait, enfin beaucoup savent que Socrate est une référence en termes d'accompagnement, et donc il y a déjà 8 siècles avant notre ère, il y avait déjà eu cette idée qu'on cherche, en se mettant ensemble, on cherche ensemble et on voit mieux ce qui peut se passer. Voilà. Donc il y a la tradition philosophique, la tradition thérapeutique, où bien sûr il y a cette notion d'accompagnement, et aussi la tradition spirituelle par exemple, hein, où récemment, justement dans les années 90-2000, on est passé de cette notion de direction spirituelle à accompagnement spirituel. Et puis il faut aussi comprendre l'accompagnement comme un héritage de la modernité. Alors, réduire la modernité en 3 mots, c'est peu, mais en même temps, c'est suffisant pour notre réflexion. À savoir que aujourd'hui, lorsqu'on accompagne quelqu'un, on accompagne quelqu'un avec ces concepts, avec cette philosophie de l'autonomisation, de la responsabilisation et de l'individualisation. Qu'est-ce que ça veut dire autrement? Que chaque individu, chacun de nous, hein, chacun d'entre nous, pas simplement le public dit à accompagner, mais chacun d'entre nous, nous devons répondre des situations qui sont les nôtres. Donc répondre des situations qui sont les nôtres, ça suppose un minimum d'autonomie, autonomie pour penser la situation dans laquelle on se trouve, et donc d'individualisation, parce que cette situation est tout à fait singulière. Et donc lorsqu'on accompagne, on va se retrouver dans ce contexte d'une individualisation des démarches pour permettre à chacun de répondre de manière autonome aux situations qui sont les siennes. Alors, comment l'accompagnement, c'était une des questions de tout à l'heure, comment l'accompagnement peut-il se dessiner dans l'espace entre la commande sociale qui exige, hein, c'est son rôle, et la relation à l'autre tout à fait singulière? Eh bien, cela suppose d'accepter un certain nombre de paradoxes. Alors, je vais dire les choses simplement. Un paradoxe, c'est se trouver entre deux pôles qui sont tout à fait opposés, même pas qui sont tout à fait opposés. La tentation, c'est bien sûr soit d'en supprimer un, soit de réduire ces deux pôles, enfin, d'imaginer qu'on va réussir à réduire ces deux pôles. En fait, le paradoxe suppose d'être capable d'accepter, de vivre cette tension entre deux choses contradictoires. Et donc, tout professionnel de l'accompagnement, y compris dans le secteur de l'orientation, va se trouver nécessairement à devoir accepter cette tension. Donc, pour tout professionnel, il s'agit d'accepter de vivre cette tension. Et le premier tension, ça sera la tension du lien social, justement, puisqu'en fait, les professionnels héritent en quelque sorte d'un public considéré en difficulté, même si cette difficulté est relative, en difficulté d'orientation, puisqu'il vous est confié. Mais en même temps, ce même public, considéré comme en difficulté d'orientation, est soumis à une injonction d'autonomie. Voilà, donc, juste pour illustrer ce que peut être ce paradoxe, la tentation qui peut être, quand on est confronté à ce paradoxe, c'est de considérer que le public est tellement en difficulté que l'on va faire plus qu'il ne faut, ou bien d'être de l'autre bord et d'être dans une injonction d'autonomie et de ne pas créer les conditions pour qu'il puisse, en considérant cette injonction, développer son autonomie pour répondre à la situation qui est la sienne. Paradoxe de l'orientation aussi. Parce que la démarche suppose de préserver donc l'autonomie de la personne, mais en même temps, elle est considérée comme devant être l'auteur de son parcours. Donc, c'est justement parce qu'elle est l'auteur de son parcours qu'elle doit être autonome, mais en même temps, il va falloir assigner une direction à son parcours. Et la direction à ce parcours, elle ne peut pas tout à fait l'imaginer, tout à fait l'inventer, elle doit prendre en compte notamment le contexte socio-économique. Donc, comment
accompagner l'orientation d'un individu dans une démarche à la fois tout à fait singulière, mais en prenant en compte un contexte socio-économique. Par exemple, paradoxe de l'intention, car à travers l'orientation, bien sûr, tout professionnel va mettre en place tout ce qui pourra permettre à la personne de mieux se connaître. Mais en même temps, cette connaissance de soi doit être pensée dans un souci d'adaptation, voire de conformité à des attentes normatives, toujours celles de la société, du contexte social. Donc là encore, on ne peut pas rompre, il faut pouvoir assumer cette tension et la faire partager. Paradoxe de l'évaluation, parce que l'accompagnant est censé effectivement ne rien prescrire, ne rien imposer, l'autre doit être auteur de son parcours, mais en même temps, ce même professionnel doit atteindre un résultat probant, un résultat déterminé. Voilà. Donc, tous ces paradoxes sont inhérents, effectivement, et on va rajouter le dernier paradoxe qui découle de tout ce qu'on vient de dire, le paradoxe postural, puisqu'en fait, au niveau de l'institution qui m'a confié la mission d'orientation, je suis considéré comme un expert, mais en même temps, dans la relation à l'autre, cette expertise, je dois la mettre en retrait. Mon expertise n'est pas de savoir à la place de l'autre quelle est l'orientation qu'il pourrait choisir, mais une expertise qui va lui permettre de développer toute une réflexion sur sa situation. Donc, je suis à la fois expert dans l'institution, mais je n'ai pas une expertise de la situation. Je n'ai qu'une expertise du contenu qui va permettre, du processus qui va permettre à la personne de développer une réflexion pour mettre en place cette orientation. Alors, on peut se poser la question, justement, pourquoi suis-je à se joindre à quelqu'un? Pourquoi faut-il se mettre à deux? En fait, on peut le comprendre quand on schématise la manière dont on procède dans l'accompagnement. Un point essentiel, on ne peut pas commencer un accompagnement sans offrir un temps à la personne pour mettre en mots la situation initiale, la situation de départ. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui se passe? Où en êtes-vous? Et dans ce contexte-là, l'écoute dite active est requise. Puis, on va l'amener par ce qu'on appelle la réflexivité, concept sur lequel on s'appuie beaucoup aujourd'hui. On va amener la personne à faire un retour sur ce qu'elle vient de dire. Quand vous dites ça, vous vouliez dire quoi? Et donc à clarifier ce qu'elle disait sans avoir compris, sans avoir développé ce qu'elle disait en le disant. Donc on va mobiliser ce qu'on appelle des techniques d'explicitation, amener la personne à être plus explicite en s'appuyant sur des implicites dans le discours et à travers cette explicitation, développer un peu plus de conscientisation de sa situation. Tout ceci va s'inscrire finalement dans la recherche de ce qui fait problème ou de ce qui interpelle la personne, de ce qui la questionne dans sa situation. Qu'est-ce qui vous questionne? Où en êtes-vous? Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui est nécessaire pour que vous puissiez avancer dans le choix de votre orientation? Et tout ceci, en fait, procède d'un questionnement qu'on va appeler problématisant ou problématisation. Alors, il faut bien sûr connecter le terme problème, non pas en termes de difficulté, mais en termes de questionnement. Une situation qui fait problème, c'est une situation qui m'interpelle, qui me questionne, dans laquelle je pressens qu'il y a plusieurs hypothèses, plusieurs possibilités, et je vais donc, ou bien je pressens qu'il y a plusieurs possibilités et je ne sais pas choisir, et donc je viens me faire accompagner, être accompagné pour amener à faire des choix, à mettre en valeur certains choix plutôt que d'autres, ou bien effectivement je n'arrive pas à trouver, ma situation est plutôt obscure et je ne vois pas ce que je pourrais choisir. Et à ce moment-là, tout le travail va consister à ouvrir des possibilités à cette situation qui, dans un premier temps, n'en figure pas. Et tout ceci en mobilisant une autonomie réflexive, c'est-à-dire toujours amener la personne à être autonome dans sa réflexion. Donc, qu'engagent-ils ensemble et pourquoi est-il important de se mettre à deux? Eh bien, ils engagent ensemble une situation interlocutive, voilà, et à travers laquelle il y a des échanges, du dialogue
Et à travers ce dialogue se construit ce qu'on appelle la problématisation par la personne de la situation dans laquelle elle se trouve. C'est-à-dire qu'elle met le doigt sur ce que j'appelle le caillou dans sa chaussure. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'avance pas, soit dans le choix, soit dans la perspective qu'il y a bien des possibilités qui s'ouvrent pour elle. Voilà. À travers cet échange, il y a à la fois une évolution de la personne qui gagne en autonomie réflexive, qui gagne en autonomie de pensée, puisque c'était un exercice socialisant de cette autonomie réflexive, et tout ce travail d'évolution de la personne se fait au travers de l'évolution de la situation. En le disant comme ça, j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas travailler uniquement sur une situation comme si la personne n'existait pas, avec ses choix, ses préférences, ce qu'elle est, et on ne peut pas non plus, parce qu'on n'est pas dans le développement personnel, travailler uniquement à l'évolution de la personne, sur des plans psychologiques par exemple. Donc tout le travail du professionnel consiste à savoir créer les conditions du travail de la pensée, et à commencer par créer les conditions pour que la personne mette en mots sa situation, puisque c'est le premier matériau à partir duquel elle va pouvoir travailler, penser, réfléchir, faire évoluer ce qu'elle vient de dire. Donc tout ça va supposer un certain nombre de points qui sont bien connus des professionnels, mais qui appartiennent à l'accompagnement. Donc il va falloir un cadre institué, qui sera important de communiquer à la personne, et un cadre qui va structurer la relation. La relation constitue un autre cadre, un cadre qui lui aussi va évoluer au fur et à mesure des échanges, et la relation à l'intérieur de ce cadre institué constitue donc un espace sécurisé. Et il sera sécure à partir du moment où les règles vont être énoncées, c'est-à-dire quel est mon rôle en tant que professionnel et quel est votre rôle, qu'est-ce qui va être possible, qu'est-ce qui ne va pas l'être, comment va-t-on se rencontrer, comment on va travailler, on dit maintenant on va dire en présentiel, en distanciel, quels vont être les temps d'échange, toutes les modalités d'échange sont annoncées, j'ai envie de dire partagées, parce que c'est ces informations partagées qui vont permettre à la personne de se sentir en confiance, elle sait dans quel contexte relationnel elle se trouve. À partir de ce cadre et de la relation, il va y avoir cette fameuse dynamique rythmée par un questionnement. C'est-à-dire, tout mon travail de professionnel va être de mobiliser la pensée de l'autre à travers un questionnement qui va engager un mouvement de la pensée, ou ce qu'on appelle aussi plus radicalement une remise en question de la pensée. Par exemple, quand une personne ne voit rien, mais je vois rien, je vois absolument pas ce que je pourrais faire, absolument rien, voilà. Bon, il y a bien des idées, voilà. On travaille, on chemine de cette manière-là. Et le cheminement est séquencé, c'est-à-dire que le professionnel sait à chaque fois, dans le questionnement et dans l'évolution, s'il en est à la structuration de la situation initiale, si elle n'est pas encore bien mise en mots, si elle n'a pas encore été suffisamment décrite, ou bien si on peut commencer à l'explorer dans l'investigation. Et dans l'investigation, on fait quelquefois des retours, il y a des éléments que vous ne m'aviez pas dit tout à l'heure, donc on fait retour à la description, et puis on va vers l'idée d'un projet d'orientation. Donc là, j'y reviendrai, mais la démarche apparaît sommairement avec un début, un milieu et une fin. Cette séquence, c'est ce qui va baliser un entretien d'une heure comme un entretien de 40 minutes, peu importe, il y aura un début, un milieu, une fin. Qu'est-ce qui est là au début? Donc description, mise en mots, l'investigation, l'exploration, l'analyse de ce qui vient d'être dit, et essayer, tendre vers des perspectives, des possibilités, des projets, des actions qui vont émaner de ce troisième temps. Et donc, ce qui est important aussi pour le professionnel, c'est d'avoir cet ancrage conceptuel, un ancrage conceptuel bien identifié, savoir quelles sont les théories, les concepts auxquels il se réfère. Bon, je n'insisterai pas plus que ça sur cette dimension conceptuelle, mais un minima, puisque je l'ai fait référence, entrer dans un monde problématique. Les situations aujourd'hui sont des situations problématiques dans la mesure où les réponses qui étaient autrefois apportées ne peuvent plus se convenir. Je vais prendre un exemple simple. Dans la génération de mon père, on était dans le style « tu t'assois et tu fais ce qu'on te dit ».
il n'y avait pas à savoir ce qu'on allait devenir, puisque si j'étais fils d'agriculteur, j'allais devenir agriculteur, fils de boulanger, j'allais devenir boulanger, fils d'ouvrier, j'allais devenir ouvrier moi-même. Voilà. Il n'y avait pas à se poser la question. Aujourd'hui, on est dans une autre perspective, où dès l'âge de 7 ans, on demande aux enfants « Et qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand ?» Alors là, à 7 ans, on a le jeu. Ah, ben, je serai pompiste ou femme de ménage ou coiffeuse ou voilà, internaute, etc. Et tout est possible, tout est possible. Sauf qu'à 14 ans, il y a l'obligation, l'injonction de créer, de formuler un projet professionnel. Et là, progressivement, monte l'angoisse. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? De quoi j'ai envie? À 14 ans, la situation n'est pas toujours là. Et on peut dire que le temps entre la phase où tu t'assois et tu fais ce qu'on te dit et la phase actuelle où tu es assez grand pour savoir ce que tu dois faire et ce que tu peux faire, ce passage-là s'est fait en si peu d'années et si peu de générations qu'il est sage de prendre en compte l'angoisse, l'anxiété, dans l'insécurité émotionnelle dans laquelle plonge l'idée d'avoir à se projeter pour sa propre avenir. Donc le monde est devenu problématique dans la mesure où je n'ai plus de réponse assurée. Maintenant, ce n'est pas parce que je suis fille d'agriculteur que je suis obligée de reprendre la ferme. Voilà, pour reprendre simplement cet exemple-là. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, le monde problématique, j'étais partie sur l'idée que en tant que professionnel, je me réfère à un contexte et à un contexte théorique identifiable. Eh bien, se référer à la problématisation, c'est aussi se doter de cette exploration méthodique d'une situation telle que je l'ai tout de suite exposée avec ces 3 phases, un début, un milieu et une fin, que je vais redire avec des termes un peu plus travaillés dans le contexte problématique. Il s'agit de poser la situation, de construire la situation et d'élucider en quoi cette situation bloquée au préalable, et élucider aussi les possibilités donc de cette situation initiale. Donc toujours le savoir questionner, l'art du questionnement, c'est une attitude philosophique qui appartient aussi au monde problématique, en précisant qu'il s'agit de développer un questionnement, non pas pour obtenir des réponses, mais de développer un questionnement pour produire des questions, que la personne se questionne. Je questionne pour qu'elle se questionne. Voilà. Donc, des questions le plus ouvertes possible pour qu'elle se questionne. Références, mais je n'en citerai que 2. Autre référence théorique avec les concepts qui vont avec, un titre qui est déjà très explicite, apprendre à tenir conseil, donc à dialoguer, à délibérer, en vue d'agir. Voilà, là, en vue d'agir, en vue que la personne soit acteur de son dispositif. Et là, on va retrouver les 3 temps. Le premier temps va déterminer la situation problème. C'est-à-dire, la situation problème, c'est la situation initiale, celle à partir de laquelle on va travailler. Et donc, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui vous amène? Dans ce deuxième temps, on va délibérer, c'est-à-dire on va dialoguer pour essayer de trouver du sens, trouver des ouvertures à ce qui, dans un premier temps, n'en a pas forcément. Donc, c'est un travail d'investigation. Et là, on va accompagner la conscientisation de ce que la personne se dit à elle-même sur cette situation. Quelles sont ses motivations, quels sont ses projets, quelles sont ses idées, ses images, ses représentations d'elle-même, ses représentations du métier, de certains métiers, ses représentations de la société. Tout ça va être mis au travail de telle manière à pouvoir doter la situation initiale d'un sens nouveau. Et la doter d'un sens, c'est lui donner une possibilité d'ouverture en vue d'agir. Voilà. Qu'est-ce qui va pouvoir se dessiner, comment la personne va pouvoir se projeter à partir de cette élaboration. Donc on retrouve les 3 temps. Je n'ai cité que 2 concepts théoriques, mais bien sûr d'autres peuvent être mobilisés. Ce qu'on va apercevoir, c'est qu'à toutes les formes d'accompagnement, il y a effectivement, on va reconnaître qu'il y a ce dispositif relationnel. Alors c'est à la fois un cadre d'échange, mais ça n'est pas simplement un cadre d'échange, j'y reviendrai, car à travers la relation, il y a aussi, je veux dire, des choses qui évoluent, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui est commun à toutes les formes d'accompagnement, c'est des principes éthiques. Et le premier principe, ne pas se substituer à autrui, ne pas
dire, ne pas faire, ne pas penser à sa place, parce que dire, penser, faire à sa place, c'est tout simplement faire abstraction de l'autre, le réduire à zéro. On aura deviné qu'il s'agit toujours d'une démarche personnalisée, d'une démarche. Alors la démarche est personnalisée parce que la situation est singulière. Donc à la fois il y aura bien ces 3 temps, mais à l'intérieur des 3 temps, tout est toujours personnalisé. C'est ça qu'il faut bien distinguer. Hein. Les 3 temps, c'est les 3 temps qu'on va retrouver quasiment tout le temps, mais à l'intérieur de ça, tout est toujours personnalisé, tout est toujours singularisé. La posture va donc inévitablement être fluide puisque je dois m'adapter à chaque personne, à chaque questionnement, à chaque situation. Et il y a toujours, on vient de le voir, toujours une perspective d'action adaptée à la situation. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir mobiliser quand on est dans la démarche d'orientation? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir entreprendre par elle-même comme démarche pour que sa réflexion évolue, par exemple. Hein. Et toujours cet étayage d'un questionnement réflexif, donc qui amène toujours la personne à se questionner sur ce qu'elle veut et sur ce qu'elle peut dans cette situation, et tout ça à l'intérieur d'un cadrage institutionnel qui fait référence et auquel on ne peut pas se soustraire. Mais néanmoins, ce cadrage institutionnel sécurise la relation, rend possible une démarche et doit pouvoir être posé en termes de partage entre la personne accompagnée et l'accompagnant. Alors, pour rappel, quand on parle de l'accompagnement, on parle toujours de 4 fonctions. Donc, je vais les poser parce que je vais ensuite essayer de montrer en quoi ces 4 dimensions de la pratique d'accompagnement ont des spécificités. Parler de fonction d'accompagnement, cela veut dire que chaque professionnel, dans son institution, a reçu une mission d'accompagnement. Plus précisément une mission d'orientation. Et bon, maintenant les temps évoluent, mais il fut un temps où, lorsqu'on recevait une mission d'orientation, on n'allait pas systématiquement prendre une posture d'accompagnement. On allait peut-être prendre une posture de conseiller, mais conseiller à la vieille école, c'est-à-dire celui qui va donner des conseils. Voilà. Donc, la fonction dans votre institution, chaque institution va émettre une fonction, attribuer une fonction à des professionnels et va également lui permettre d'affiner sa mission d'orientation en termes de cahier des charges avec tout ce que cela suppose et naturellement des résultats à produire, des résultats qui seront soumis à une évaluation. Et donc, comme je viens de l'illustrer, qu'on vous attribue une fonction n'implique pas que l'on prenne la posture qui convient, c'est-à-dire une posture non pas de donneur de conseils, mais une posture à minima de tenir conseil avec l'autre, c'est-à-dire une posture d'accompagnement. Cette posture d'accompagnement, on l'a déjà vu, c'est-à-dire, premier principe, ne pas me substituer à l'autre. Et donc, établir une relation avec un minima de confiance. Le fait d'avoir partagé comment on va travailler, ça a déjà donné quelques éléments de confiance pour être avec l'autre. Et toute la relation va consister à chercher avec l'autre, montrer que on doute et on cherche comme l'autre. On peut se tromper, on doute, voilà, comme l'autre. Et on cherche ensemble. Voilà. Il y a 3 termes importants dans la relation. Pour être avec l'autre, il faut pouvoir montrer que comme lui, on cherche. Comme lui, on doute, comme lui, on peut se tromper. Et que l'on va chercher ensemble. On ne fait pas la place de l'autre, on cherche ensemble. Et à l'intérieur de cette relation, qu'on aura bien compris que la relation est singulière, puisque c'est une personne que j'accompagne et non pas une situation d'orientation lambda, et bien à partir de cette relation, je vais mettre en place cette démarche singulière, à partir de la situation de cette personne-là, avec cette personne-là, nous allons cheminer vers les possibilités incluses dans sa situation. Je ne les connais pas plus que l'autre, hein, ça va être le résultat de ce cheminement. Et naturellement, je restitue à l'institution les résultats de cette démarche. Alors, ce qui apparaît fondamental dans l'accompagnement, ou qui constitue les fondamentaux de l'accompagnement, c'est justement cette ligne horizontale qu'on avait tout de suite, être avec l'autre, douter, chercher, et chercher ensemble, et travailler comme l'autre, et aller vers, donc, la notion d'acheminement. Ce qui est important, c'est que de la mise en relation dépend la mise en chemin. Quand on n'avance plus, quand on chemine plus, il faut revenir au contexte de la relation, à la confiance que la personne a perdue peut-être en elle-même,
dans la situation initiale qu'elle vous a confiée. Bon, finalement, ce n'était pas la bonne situation initiale, voilà. Elle vous a dit ça parce que ça fait des années que là-dessus, elle est là-dessus, etc. Voilà. Et donc, ça, ces deux points fonctionnent ensemble, donc ça, c'est un point important. Et donc, se rappeler que la relation est éminemment interlocutive et que le cheminement se fait comme un processus avec ses étapes identifiables. Comme vous avez vu tout à l'heure, la fonction qu'on attribue, c'est une chose, mais ce qui va déterminer vraiment un accompagnement, qui va faire que la ligne horizontale que je viens de dessiner, fondamentale, va être de l'accompagnement, c'est la posture. Si je ne prends pas la posture d'accompagnement, avec tout ce qu'elle suppose, il n'y aura pas une relation d'accompagnement ni une démarche d'accompagnement. Et cette posture d'accompagnement, pour la comprendre, ça n'est qu'un exemple, bien sûr, j'ai tenté de la laisser apercevoir à travers 3 figures. Ces 3 figures sont toujours là dans l'accompagnement. À certains moments, le clinicien domine sur le maïeuticien, le passeur. À d'autres moments, c'est le maïeuticien qui domine et finalement, le passeur a sa place aussi. La figure du clinicien, ça a donné le verbe s'incliner. C'est celui qui s'incline vers autrui pour entendre ce qu'il a à dire de la situation qui l'amène. Voilà. Donc, cette notion d'écoute. Je ne peux pas savoir qui il est, ni comment ni la situation. Je ne peux pas a priori savoir la situation, connaître la situation sans l'apprendre de sa part. Comment vit-il la situation? Quelle représentation a-t-il de la situation dans laquelle il se trouve? Voilà, donc c'est ce principe, ne pas se substituer à autrui. Je ne peux pas savoir à la place de l'autre, je ne peux l'apprendre que de lui. Le maïeuticien, c'est celui qui va mobiliser à la manière de Socrate l'art du questionnement et qui va, par le questionnement, accompagner, donc accoucher autrui de ce qu'il sait sans savoir qu'il le savait. Voilà, c'est-à-dire il va faire travailler la représentation que se fait la personne de sa situation et par un travail d'explicitation, d'affinement, il va amener la personne à prendre conscience qu'elle a des ressources, qu'effectivement il y a des points un peu faibles, mais qu'elle a des ressources, qu'elle a des appuis, et donc je ne peux pas non plus savoir, donc je vais me retenir de tout savoir, de croire savoir à la place de l'autre. Et je suis un passeur, car en reprenant une expression de Philippe Merrieux, depuis le départ, je travaille à ma propre inutilité. C'est là le gage que la personne puisse développer une pensée de son orientation de manière autonome. Donc, dès le départ, je sais que tout ce que je le fais pour qu'à un moment donné, je puisse me retirer et m'effacer et laisser la personne effectivement acteur, actrice de son orientation. Cette posture suppose dans l'interaction 3 renoncements. Non-pouvoir sur autrui. Je ne peux pas lui imposer quoi que ce soit. Non-savoir à sa place. Je ne peux pas savoir ce qu'il pourrait désirer. Non-vouloir lui imposer une direction. Et ça n'est pas si simple parce que j'ai de l'expérience et que je crois avoir compris un certain nombre de choses. Il faut que je puisse taire tout ça pour être à l'écoute de cette personne-là. Et ça suppose donc de suspendre 5 attitudes considérées comme étant des attitudes directives, l'attitude de conseil, l'attitude de jugement. Ce choix est tout à fait pertinent, c'est bien ou c'est bon de faire telle ou telle chose. Non, si une personne fait un choix, lui poser la question, qu'est-ce qui vous amène à faire ce choix? En quoi est-il meilleur qu'un autre? Trop soutenir la personne, c'est en fait à considérer, je vais exagérer, comme une petite chose incapable de penser. Donc le soutien excessif n'est pas juste. Confondre questionnement et interrogatoire. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, etc., votre classe, etc., votre famille. Ça n'a pas lieu d'être à un moment donné pour l'administration, mais pas dans l'accompagnement. Et naturellement, se défaire de toute tentation d'interprétation, si vous en êtes là ou si ce problème-là vous travaille, c'est peut-être que vous avez une difficulté avec votre papa ou avec votre maman. Voilà. Donc, non, ce genre d'interprétation, ça n'est pas notre rôle. Tout à l'heure, je disais que la relation d'accompagnement avait, elle aussi, ses caractéristiques. Bon, elle a tout d'abord une première caractéristique qu'elle partage avec d'autres relations professionnelles, c'est qu'elle doit être à la fois s'établir dans une institution. Donc, il y a bien un rapport professionnel entre un professionnel et un bénéficiaire du dispositif. Donc, ce rapport est bien institué,
d'une part, et il représente d'une certaine manière la verticalité de la relation. On ne doit pas lâcher cette verticalité parce que sinon on a le risque de se considérer copain-copain. Voilà. Donc ce n'est pas l'objectif. Mais dans le rapport, dans ce cadre institué, dans ce rapport institué, eh bien, il va y avoir un enjeu, celui de constituer, de nourrir un lien avec la personne, un lien de personne à personne. Exactement comme je disais tout à l'heure, moi aussi je doute, moi aussi je cherche, comme toi je cherche, comme toi je doute, nous allons chercher ensemble. Voilà. Donc, on ne peut pas supprimer l'un au détriment de l'autre. Il y a un rapport, il y a de la dissymétrie et de la symétrie, et ces deux plans doivent constamment travailler ensemble. On peut dire que l'un évite le débordement de l'autre. Hein. S'il n'y avait que du rapport, il n'y aurait pas de lien. Mais en même temps, s'il n'y avait que du lien, si on oublie le rapport, il y aurait effectivement des familiarisations, des familiarités qui n'appartiennent pas au cadre professionnel et qui sont préjudiciables à l'entretien. Donc, je disais aussi tout à l'heure que cette relation d'accompagnement est aussi le lieu d'une interlocution. Ça, c'est quelque chose qui la caractérise. Et cette interlocution, elle renvoie au dialogue. Le dialogue, c'est la capacité de penser ensemble, justement, en construisant des éléments les uns après les autres qui construisent quelque chose de commun. Donc, cette relation d'accompagnement est elle-même soumise à un dynamisme. Elle va évoluer. Dans un premier temps, on va simplement peut-être vivre la complémentarité des places. Et on va peut-être être un peu plus du côté du professionnel et du bénéficiaire du dispositif. Voilà, complémentarité des partenaires. On commence à créer un partenariat, mais dans la complémentarité des places. Et puis, dans la relation, quand elle va se construire, quand la confiance va arriver, on va pouvoir mobiliser de la réciprocité, une réciprocité réflexive, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble de manière réflexive sur ce qui se dit, sur ce qui apparaît, sur ce qui n'apparaît pas. Voilà, on va tout mobiliser, et donc ça suppose une parité relationnelle. De part et d'autre, on mobilise une réciprocité réflexive. Et progressivement, cette relation évolue vers une mutualité coopérative. Ça ne veut toujours pas dire qu'on fait à la place de l'autre, qu'on choisit à la place de l'autre, mais le lien s'est équilibré dans l'échange. Il y a beaucoup plus de mutualité, beaucoup plus de coopération. Alors, vous le constaterez de la part de l'autre, et l'autre le constatera aussi vis-à-vis de vous. On échange, on coopère, voilà. Ce qu'il me dit, je l'écoute et c'est important, et quand je dis des choses, il m'écoute et c'est important, pour dire les choses d'une manière un peu simpliste. Depuis le début, je parle aussi de la démarche qui est structurée avec ces 3 temps. Alors, le début, le milieu et la fin. Le début, il faut bien commencer par quelle est la situation qui vous amène, la décrire et la contextualiser. Et puis, ce que j'ai appelé ici l'analyse de la situation, c'est-à-dire l'approfondissement, l'investigation, l'exploration de la situation. C'est-à-dire que dans un premier temps, on est relativement dans la surface, on a déplié la nappe de la situation, et puis après, dans le deuxième temps, on va aller en profondeur. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Quand vous avez dit ça, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Quelle est la pensée qui est là-dessous? Voilà, qui peut être une pensée négative. Voilà, l'essentiel de ce travail, c'est la mise en mots. Je pense qu'on ne connaît pas encore suffisamment le pouvoir que peut déceler la mise en mots de ce qui est d'une représentation, d'un vécu, d'un ressenti. Alors, je vais juste faire une parenthèse parce que actuellement, avec tout le contexte de la violence faite aux femmes ou les problèmes racistes, on voit bien que lorsque la parole s'ouvre, la parole se délivre, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Et avant même qu'il y ait une réponse qui soit apportée de quelque part, le fait même de prendre la parole sur une situation vécue instaure déjà un début, et c'est le pouvoir de la mise en mots. Donc, après la mise en mots, il y a l'analyse de la situation, l'approfondissement, avec toujours cette perspective, c'est de s'affranchir, de se sortir de cette situation qui, dans un premier temps, ne semblait pas avoir de perspective. Donc, dans l'affranchissement, ça veut dire ouvrir des perspectives, ouvrir des possibilités, être capable de d'exercer un pouvoir d'agir.
Donc, on est dans la démarche, on est dans une démarche dialogique, mais qui est non linéaire, puisqu'en fait, quand je suis arrivée dans l'exploration, je peux tout à fait revenir sur « Ah, il y a des détails qui me manquent dans le contexte de votre situation. » Voilà. Et on revient dans l'exploration. Et quelquefois, on est proche d'ouvrir des perspectives, il y a un détail que vous ne m'avez pas dit, hop, on revient à la première. Voilà. Et donc, ça permet aux professionnels d'avoir en carte mentale, en quelque sorte, ces 3 étapes et de savoir qu'à chaque fois, dans le vif des échanges, eh bien, j'en suis là ou j'en suis là. Voilà, à chaque fois, tiens, il y a une perspective qui s'ouvre, mais tiens, elle est en train de revenir ici. Voilà. Et donc, on appelle une démarche dialogique lorsque c'est la pensée de l'autre qui prévaut. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire réciproquement. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans la qualité de la relation. Il y a un moment donné où la réciprocité, la considération réciproque est importante. Donc, le dialogue, ça va commencer par la mise en mots et l'écoute de la personne. Ça, c'est le début. Mais aussi accepter que la personne soit dans le silence. Elle a le droit de ne pas savoir, elle a le droit de ne pas répondre, elle a le droit de ne pas comprendre. On n'est pas dans un interrogatoire. Et tout ce travail dialogique, tout ce travail du dialogue, tout ce travail d'une démarche menée de manière dialogique participe de la construction de la confiance. Donc, je ne reviens pas sur le fait que c'est une démarche non linéaire, sauf qu'en étant non linéaire, eh bien, elle s'adapte effectivement au rythme de chacun et qu'il y a du rythme, voilà, que ce n'est pas confiné dans des cases. Donc, impulser la dynamique d'orientation, c'est mettre en présence à soi-même pour décrire la situation, que d'où partons, qu'est-ce qui vous amène, questionner ce qui est favorable et ce qui va à l'encontre, etc., pour mettre en perspective et mettre en pouvoir d'agir. Voilà. Bon, un petit schéma simpliste pour évoquer la dynamique d'accompagnement. Donc, c'est une démarche évidemment orientée vers une perspective d'abord de possibilité d'une situation qui au départ n'en avait pas, une démarche d'orienter au sens précis qu'une orientation est formulable à la fin de ce travail-là. Donc, la démarche, effectivement, ne consiste donc pas à donner des solutions. On n'est pas là pour donner des solutions, on n'est pas là pour donner des conseils, mais faire expliciter, problématiser une situation initiale pour qu'une personne entrevoie le petit pas d'après, la petite ouverture qui progressivement va lui permettre de redonner du mouvement et donc du sens et de la valeur à une situation qui au départ n'en avait pas. Et qui arrive vers mais qu'est-ce qui est faisable maintenant, qu'est-ce qui est envisageable, qu'est-ce qui est acceptable et socialement parlant, et qu'est-ce qui est désirable par toi. Voilà. Tout ce travail-là, on ne le fait pas au début. Ce n'est pas au début que ça se fait, c'est au moment où on commence à avoir du matériel. Voilà, maintenant, des perspectives s'ouvrent, mais parmi toutes ces perspectives, qu'est-ce qui va être acceptable, qu'est-ce qui va être désirable, puisqu'il y a plusieurs choses, on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Et puis le dernier point que je vais aborder, puisqu'en fait, de plus en plus, on accompagne non seulement en binôme, en face à face, accompagnant et accompagné, mais avec une dimension collective. Donc cette dimension collective suppose naturellement qu'on puisse garder toute l'éthique de l'accompagnement. Donc comme je dis tout à l'heure qu'il est important d'avoir des sources théoriques, la dimension collective qui peut servir à nourrir la dimension théorique, pardon, qui peut servir à nourrir cette dimension collective, elle a 2 sources, mais il y en aura peut-être d'autres. Le socioconstructivisme qui dit que c'est à travers les échanges avec les autres qu'on confronte ces idées, ces représentations, ces connaissances, ces réalités, et qu'on arrive à co-construire entre pairs. Voilà, cette idée de conflit socio-cognitif, en faisant des ajustements constants, ça nourrit le travail collectif. Et puis, la dimension collective. Et puis, on s'appuiera aussi sur la philosophie pragmatique, qui dit que c'est à travers une discussion régulée ou bien un dialogue discipliné, parce que avoir des échanges, c'est bien, mais il y a une certaine qualité d'échange qui va permettre à ces connaissances de se structurer. Très souvent, quand on parle du conflit socio-collectif, on oublie de l'associer justement à cette discipline du dialogue qui va permettre à la discussion d'être productive. Et là, on peut s'appuyer sur la philosophie pragmatique, entre autres sur Dewey, où il dit qu'effectivement la pensée, cette pensée dont on a besoin pour que la personne découvre son orientation, que la pensée s'élabore dans le dialogue en suivant un processus précis. Voilà. Donc on n'est pas là pour trouver des solutions, on est là pour développer
ensemble un processus méthodique et c'est ce que Dewey appelle apprendre à penser. Alors, je vais revenir sur ce dialogue discipliné. Qu'est-ce qui fait que le dialogue est discipliné et qu'est-ce qui fait qu'on peut apprendre à penser ensemble? Eh bien, en retrouvant trois temps qui sont trois dynamiques, en nourrissant trois dynamiques. D'abord, la dynamique de partage. On partage les informations, on partage les objectifs, on partage les moyens. Donc, ça suppose de l'écoute et ça suppose de considérer qu'on va travailler en parité. On partage les éléments d'information qui sont nécessaires. Ensuite, une dynamique de réciprocité. Donc, on apprend à réfléchir, à se questionner ensemble, ce qui suppose que la parole circule entre les personnes. Et si la parole doit circuler entre les personnes, cela suppose qu'on va se donner des règles pour que ça ne soit pas la foire d'empoigne, mais qu'il y ait ce fameux dialogue discipliné. On ne prendra par exemple pas la parole si on n'a pas levé la main dans ce travail collectif pour dire ce qu'on a à dire. Et puis, c'est un travail qui va effectivement supposer une troisième dynamique, la dynamique de mutualisation, où le pouvoir d'agir, il s'agit de penser en vue de produire ensemble. Et donc, on va apprendre à s'écouter, à se parler, à se questionner, à se rendre explicite. Voilà, il y a cette notion comment dire, le mot me manque, mais c'est pas grave, qui sera commune pour que cette troisième dynamique. Voilà, on retrouve à travers ces trois moments les trois évolutions possibles d'une relation. Au départ, instaurer la parité pour qu'il y ait de la réciprocité dialogique et pouvoir créer ensemble, mutualiser et créer ensemble. Donc, le collectif auquel je me réfère, le collectif accompagnant, en fait, pour mieux le définir, il faudrait l'appeler un collectif s'accompagnant. C'est-à-dire que les personnes sont réunies pour travailler ensemble, réfléchir ensemble, s'accompagner ensemble à atteindre ou à produire un point qui aura été déterminé. Donc, ça suppose la participation de tous dans le but de faire aboutir une production commune. Donc, au départ, les objectifs sont bien connus, chacun sait pourquoi on est là ensemble, quel est l'objectif qu'on va se donner. On va travailler ensemble sur comment on va s'y prendre, on va se donner un ordonnancement de comment on va s'y prendre. Les membres sont considérés à parité, c'est-à-dire qu'il y a bien une diversité de points de vue, mais aucun point de vue n'a de priorité ou de pouvoir sur les autres, quelle que soit la place de ces personnes. Donc, diversité de points de vue, diversité d'expériences, diversité de compétences, tout ça n'empêche pas la parité et l'autonomie de pensée. Et pour que ça fonctionne, il va falloir avoir ces trois principes, donc on a déjà nommé, parité, réciprocité, mutualisation, énoncer les règles de fonctionnement, comment allons-nous fonctionner si on doit se réunir plusieurs fois, par exemple, quelles sont les règles de confidentialité, tout ce qui est dit à l'intérieur du collectif ne sera pas dit, par exemple, à l'extérieur, les règles d'assiduité, les règles de ponctualité, les règles d'usage du portable pendant la réunion du collectif, etc. Voilà, les règles sont énoncées, non pas par quelqu'un d'extérieur, mais par le collectif lui-même. Quelles sont les règles dont on se dote? Et puis, pour qu'il y ait ce fameux dialogue discipliné, eh bien, il va y avoir une attribution de rôles. Alors, les rôles, ils sont assez facile. Quel est celui qui va être garant de l'objectif, par exemple, et qui va dire « il me semble qu'on s'égare de l'objectif qui est le nôtre ». Voilà. Quel est celui qui va être garant de la parole? On ne pourra prendre la parole que si on lève sa main et on ne prendra la parole qu'à l'énoncé de son prénom, par exemple. Donc, il y aura un gardien de la parole, celui qui attribue la parole. Il y aura nécessairement un gardien du temps. On est là pour 2 heures, pour 3 heures, etc. Il y aura peut-être un script. Et puis, quand il y a un travail de restitution, il y a peut-être quelqu'un qui va être chargé de la restitution, qui n'est pas forcément le même que celui qui a laissé des traces. Tout ça s'invente au fur et à mesure. Et chose importante, les rôles ne sont pas attribués définitivement. Ça tourne. À chaque séance, à chaque réunion du collectif, on tourne. Et donc, le collectif va également progresser en se dotant d'un protocole structurel. Par quoi commence-t-on? Quelle est la situation initiale? Que va-t-on faire? Qu'envisage-t-on de faire après? Et en vue de quoi? Donc ça, c'est une école en fait. À chaque fois qu'on participe d'un collectif de ce type-là, c'est une forme d'école
d'école pour l'apprentissage de la prise de parole, pour l'apprentissage de la production, d'une production collective en se dotant de règles. Voilà, c'est vraiment un apprentissage que j'ai envie de dire social, en tout cas socialisant, et certains osent dire un apprentissage démocratique. Voilà les 3 références que j'ai mobilisées, entre autres, pour cet accompagnement et qui ont été rappelés au début de cet échange. Maëla Paul, nous vous remercions beaucoup pour cet exposé très riche qui nous a mis en réflexion et nous propose donc de nombreuses pistes pour penser nos pratiques d'accompagnement. Alors, étant donné la richesse de votre exposé, il va être un peu difficile de réagir, mais j'ai tout de même une question en lien avec les nombreux aspects que vous avez donc évoqués, et notamment vous avez évoqué la question de l'injonction au projet, l'injonction qui est faite aux adolescents et aux adolescentes, cette demande un peu vertigineuse des adultes et puis de la société, de l'école, c'est qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et vous avez énoncé, c'est l'adolescent, l'adolescente va se dire, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? De quoi j'ai envie? Et en même temps, on va devoir considérer les contraintes un peu du social. Et là où est la question, donc là c'était le cadrage, c'est finalement un accompagnant ou une accompagnante, quand il est face à cet adolescent à qui il y a cette injonction de répondre par un projet, quand on va définir le cadre, comment on va lui expliciter justement la place du sujet, de lui ou d'elle en tant que personne, et puis cette part du social et des contraintes qui sont faites. Alors, le fait de situer l'orientation à l'adolescence, effectivement, rend plus aiguë encore la question que vous posez, puisqu'en fait, le sujet est en train de se chercher, en train de se construire. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, il existe depuis la tendre enfance, mais il n'a pas été conscientisé comme tel. Et dans cette phase d'adolescence, c'est justement le moment de conscientisation, et d'où la rébellion, c'est-à-dire qu'il y a un repli sur la singularité que je présume être, au détriment du social. Et donc, effectivement, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter d'intervenir, d'agir à ce moment-là où le sujet se cherche. Mais tout le travail va consister et je n'ai pas de méthode, en tout cas pas de méthode comme ça, à consister à accompagner la personne à comprendre que le déploiement du sujet, la plénitude de ce déploiement, la satisfaction qu'il aura de son déploiement suppose un ancrage social qu'il faut aller chercher. Est-ce que dans la société, il y a actuellement ce que tu veux? Voilà. Et donc, est-ce que dans quelques années, on ne peut pas savoir ce qui va se passer? Et donc, il y a un travail de relation entre le sujet et le contexte, je veux dire le contexte social dans lequel on se trouve, pour évoquer davantage l'idée de possibilités. Quelles sont les possibilités qui sont offertes dans la société? Voilà. Ne pas partir avec l'idée que oui, certes, toi, tu as plein d'envies, mais la société, qu'est-ce que tu veux, elle est ce qu'elle est. Voilà. Amener l'adolescent à percevoir que si lui-même est porteur de possibilités, il y a aussi des possibilités qui sont portées par d'autres, parce que la société, ça n'est rien d'autre que les autres qui sont là. Et donc, il y a des possibilités qui sont portées par d'autres, et tout le travail va être un travail d'ajustement. Voilà. Comment va-t-elle pouvoir aller à la rencontre de ces possibilités, presque en termes musicaux, hein, voilà, qu'est-ce qui va être au diapason de... Voilà, c'est un véritable travail d'éducation du sujet et de la socialisation du sujet. Alors, bon, en termes de théorie, on peut retrouver, c'est peut-être un peu prétentieux de le situer ici, mais Michel Foucault, par exemple, hein, qui montre qu'en fait, chaque fois que le sujet trouve une possibilité d'ancrage dans la société, je le dis à ma manière, hein, eh bien, il y a effectivement subjectivation, c'est-à-dire dynamisation de ce qui me caractérise en tant que sujet. Mais voilà, c'est tout un travail à mener. Toute une philosophie aussi.
Très bien, merci pour cette réponse. Dans la dernière partie de votre exposé, vous dépassez, on va dire, un peu une idée reçue que l'on peut avoir sur l'idée d'accompagnement, c'est-à-dire un accompagnement qui va engager deux personnes, une relation de face à face, et vous parlez de dispositifs accompagnants, de collectifs accompagnants. Et on nous a adressé une question qui est en rapport, à mon avis, avec ce cadrage et cette possibilité de réfléchir ou de cheminer à plusieurs. Alors, je vous dis la question telle qu'elle a été formulée. Comment peut-on s'y prendre pour accompagner un groupe de personnes qui n'ont pas les mêmes besoins? Par exemple, différents élèves dans une même classe. Alors, l'idée de ce collectif s'accompagnant présume effectivement que chacun constituant le cercle, c'est une image bien sûr, le cercle de ce collectif est là avec toute sa singularité. Donc, aucune personne constituant ce cercle collectif n'a de façon évidente les mêmes besoins, les mêmes désirs, les mêmes orientations, les mêmes possibilités. C'est même ça qu'il faut travailler au départ. Et comment on va arriver à produire, à mutualiser, à conjuguer toute cette diversité de possibilités, parce que là, d'emblée, on a une richesse, une palette. Donc, comment on va conjuguer cette diversité de possibilités en vue de l'objectif qui est celui de la séance. Après, il faut voir ce qui est en place. Mais par exemple, lorsque en classe, ça c'est un peu un dérivatif, mais lorsqu'on travaille en classe sur un sujet donné, par exemple, je vais parler de la digestion, on va aujourd'hui parler de la digestion. La première chose à faire, c'est demander aux enfants, mais toi, d'après toi, ça se passe comment? Ça se passe comment? Certains auront le même avis, mais d'autres diront, ben non, ça se passe pas comme ça. Et tout ça te vient, etc. Et il y aura déjà une diversité qu'il va falloir mettre au travail. Mais c'est la même chose pour l'orientation. Chacun va avoir une diversité d'envies. Et ce qui va être important, c'est que dans ce collectif-là, non seulement ils vont mutualiser leurs envies, mais ils vont pouvoir échanger sur le pourtour. On va pouvoir créer des petits duos ou des trios dans lesquels ils vont pouvoir travailler en quoi leurs besoins, par exemple, peuvent s'inscrire dans le contexte actuel. Voilà. Et en fait, la discussion qu'ils vont mener entre pairs va être beaucoup plus riche qu'une discussion qui serait orchestrée de manière magistrale, voilà, par un adulte, qui plus est un adulte, voilà, quand on parle d'adolescent. Et pour prolonger un peu sur cette question justement du collectif accompagnant, où vous nous dites finalement, peu importe les particularités, et c'est justement de la diversité et de la richesse des individualités que va naître un certain nombre de questionnements chez tout un chacun. Qu'est-ce que vous pensez de dispositifs comme celui du débat ou alors finalement de présentation croisée de soi? Alors, la référence, moi je n'ai pas une pensée sur tout ce qui existe, mais par contre, ce à quoi je me réfère, c'est des dispositifs qu'on appelle des dispositifs à visée philosophique. Non, non, c'est pas discussion à visée philosophique, excusez-moi. Des dispositifs de discussion à visée philosophique. Et en fait, c'est développé entre autres par l'Université de Montpellier avec Michel Tozzi, mais j'ai vu qu'il y a aussi un FIEF à l'Université de Nantes et probablement que je ne connais pas encore tous les lieux où on travaille ça. À savoir que ces discussions à visée philosophique sont proposées dès la grande section de maternelle. Voilà, comment les enfants vont apprendre à s'exprimer sous le regard des autres, à s'écouter les uns les autres, à essayer de se comprendre, à essayer de s'exprimer déjà pour être compris les autres, c'est déjà tout un travail. Mais essayer aussi de se comprendre, ça c'est tout un travail qui fait partie de ces discussions à visée philosophique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est une réponse qui me met en réflexion, comme tous vos apports. Je vais continuer sur cette idée de l'accompagnement collectif. Et là, c'est un peu un pied de nez. C'est à quel moment est-il préférable de passer justement de ce collectif accompagnant, d'un accompagnement collectif, pour revenir à un accompagnement individuel? Je ne sais pas s'il y a un moment, en fait. Je me souviens avoir participé il y a une vingtaine d'années, oui à peu près, à des dispositifs d'accompagnement de demandeurs d'emploi qui étaient reliés à l'époque, on parlait de l'ANPE.
Et ces dispositifs c'était d'accompagnement de demandeurs d'emploi de longue durée. Et dans ces dispositifs-là, il y avait une dimension collective qui n'appartenait pas au bilan de compétences habituel. Et en fait, on aurait pu présumer qu'on leur offrait des conditions moindres, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le face-à-face. Et peut-être que j'avais aussi moi-même cette idée avant d'explorer la dimension collective. Parce que je me suis aperçue que entre pairs, parce que malgré tout, même si je ne ramène pas ma super, mais mon savoir, et si je m'efface et si je leur permets, je suis là et ils ont tendance à me considérer comme représentant d'une institution. Donc, même si j'efface tout ça, il y a des choses ils vont prêter à ma parole un pouvoir qui ne vont différent de celui des autres. Mais chose intéressante, c'est que l'inverse existe aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que moi, je ne pourrais pas dire, que je ne pourrais pas me permettre de dire, et qui se disent dans la collégialité et qui sont entendables. Voilà. Donc, il n'y a pas de moment favorable, tout ça dépend. En fait, on travaille beaucoup en dispositifs, et les dispositifs sont souvent formatés ou en tout cas constitués avant même. Donc, en fait, je crois qu'on peut tirer les avantages de toute situation. Mais savoir que la situation de face à face bien connue de l'accompagnement n'est pas la situation unique, ça c'est un point important. Et en formation, par exemple dans les universités, c'était l'objet du dernier chapitre que j'ai ajouté à l'édition La démarche d'accompagnement. En université, en formation, il y a de plus en plus, je l'ai vu à Tours, je l'ai vu à Rennes et probablement à d'autres lieux, à Reims aussi, on met en place ces collectifs s'accompagnant. Et avec toute la dimension et toute l'éthique qui va avec, c'est-à-dire voilà, c'est pas simplement une autre façon de dynamiser des groupes. D'ailleurs, je n'emploie pas le terme de groupe, ça c'est un point important. En parlant de collectif s'accompagnant, je romps avec l'idée de groupe et avec l'idée d'équipe. On n'est pas la notion de groupe est différente de la notion d'équipe, qui elle-même est différente de la notion de collectif. Voilà. Merci. Je vais maintenant vous adresser une autre question. Alors, je suis en train de la regarder, qui est plutôt liée, on va dire, à l'expertise liée à l'accompagnement et puis à un sentiment de légitimité de mon point de vue. Faut-il être expert d'un domaine pour bien accompagner une personne? Par exemple, dans le champ de l'orientation, bien connaître les formations pour accompagner les élèves dans leur choix d'avenir. Alors, au regard de ce que j'ai développé tout à l'heure, à savoir que la parole est donnée, la parole est la pensée de l'autre, et je suis là pour mobiliser la pensée de l'autre, il ne m'appartient absolument pas c'est absolument pas une exigence d'avoir une connaissance du milieu. Je dirais même, alors là, je vais encore faire référence à ma propre expérience, celle du bilan de compétences, où j'ai accompagné pendant une dizaine d'années au CNAM de Nantes des professionnels de tous bords, où j'ai pu accompagner un menuisier, ébéniste. Heureusement que je n'avais pas cette compétence, parce que en lui posant toutes sortes de questions qui pouvaient lui sembler farfelues, j'ai eu accès à une finesse de vocabulaire dans chacun des gestes, pour chacun des outils. Voilà. Et donc, non, la validation des acquis aussi, ça a été une de mes expériences. Dans un premier temps, j'étais dans le travail social et on m'a dit, bon, est-ce que tu pourras accompagner la validation des acquis alors que tu n'as pas participé du travail social? Mais comme mon expérience des bilans de compétences m'avait aguerri de ce côté-là, j'ai dit, mais ça me semble être une chance. Et effectivement, en validation des acquis, j'étais la personne naïve. Je posais constamment des questions qui semblaient aller de soi à la personne, justement parce que je n'étais pas du milieu. Voilà. Donc, non, il n'y a pas nécessité de connaître. En fait, il faut même se garder de croire connaître. Et surtout, lorsqu'on a accompagné pas mal de personnes, d'adolescents du même type de situation, on va dire encore ce genre de situation, non, attention, ce genre de situation, oui, mais lui, la manière dont il le vit, la représentation qu'il se fait, c'est à cette singularité-là que je dois prêter attention et non pas à cette énième personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Voilà. Donc, Maëla Paul, une personne nous a adressé la question suivante. Quelle part peut-on accorder à l'analyse de la pratique professionnelle dans l'accompagnement en orientation? Alors, question complexe. Oui. Est-ce que vous pouvez la redire?
C'est exactement ce que j'allais me proposer de faire. Donc, quelle part peut-on accorder à l'analyse de la pratique professionnelle dans le cadre de l'accompagnement en orientation? Alors, je vais répondre d'une manière générale, sur cette idée qui consiste à penser que tout professionnel dans l'accompagnement devrait logiquement bénéficier d'un accompagnement. Et cet accompagnement se fait aujourd'hui sous la forme d'analyse de pratique. Donc, que l'on soit dans l'orientation, dans l'éducation, dans n'importe quel secteur, tout professionnel qui a une mission d'accompagnement devrait logiquement pouvoir être accompagné. Tout simplement parce que l'essentiel vient de sa posture, et que la posture, c'est ce qui émane de soi, de sa personnalité, de son histoire, et par conséquent, il y a une part d'inconscient. L'image que j'emploie très souvent est empruntée à Léonard de Vinci, qui dit « l'œil peut tout voir, sauf l'œil qui regarde ». C'est une citation qui nous renvoie à ce qu'on appelle « mais je peux tout voir, mais avec quelles lunettes je vois ». Voilà. Et donc, tout ce travail-là, effectivement, tout ce travail d'accompagnement suppose qu'à un moment donné, il y ait, d'une manière ou d'une autre, un dispositif, parce que je pense que les dispositifs classiques d'analyse de pratique devraient évoluer, et donc qu'il y ait un dispositif où l'on puisse mettre au travail les situations que l'on rencontre. Et ça m'amène à faire une parenthèse. Quand je dis que les dispositifs d'analyse de pratique devraient évoluer, c'est-à-dire que si on fait autant de part à l'accompagnement, à ce que ça change comme posture pour les professionnels, ça doit inévitablement changer les postures et la dynamique de ce qu'on appelle l'analyse de pratique. Voilà. Donc, et ça, c'est l'objet de mon prochain livre, de celui qui va sortir au mois de mars prochain. Donc, j'y suis attentive. C'est-à-dire comment la philosophie de l'accompagnement peut-elle être toujours présente dans l'analyse des pratiques. En d'autres termes, si l'important c'est ne pas se substituer à autrui, comment je peux mettre en place un dispositif où je ne me substitue pas à la personne qui expose sa situation. Voilà. Je ne suis pas là pour analyser sa situation, mais pour l'accompagner à analyser sa situation. Merci beaucoup pour cette réponse justement sur la centralité de l'analyse de pratique. Je vais vous remercier globalement donc pour toutes ces réponses que je suppose vont éclairer elles vont éclairer utilement donc les spectateurs et les spectatrices de ce rendez-vous de l'orientation. Il est maintenant temps de clôturer donc ce deuxième rendez-vous de l'orientation et nous remercions donc les personnes qui sont en train de visionner cette capsule vidéo. Maëla Paul, une nouvelle fois, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis persuadé que notre auditoire va pouvoir prolonger ses réflexions en lisant et en prenant plaisir, tout comme nous, donc, à lire vos différents ouvrages, dont ce dernier, donc, une société d'accompagnement. Nous nous retrouverons en septembre pour écouter Damien Kanzitou qui abordera un autre thème, celui de l'approche éducative en orientation. Et il faut noter que le programme des rendez-vous de l'orientation de l'année prochaine sera bientôt mis à disposition sur notre site onicep.fr. Nous vous remercions une nouvelle fois Maëla Paul et à très bientôt pour ces rendez-vous de l'orientation. Si mon micro marche encore, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup. Merci.